Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission de débat qui sera consacrée ce soir à la CENI, la vision qu'en font des partis politiques. Créée en décembre 2011, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est la troisième institution chargée des élections à voir le jour. Après celle de 2006, qui est née après la transition conduite à l'époque, et celle de 2009, mise en place après les accords de Dakar. Cette CENI est née après un dialogue politique entre pouvoir et une partie de l'opposition. Elle a le statut d'institution permanente. Une année et demie après sa création, cette commission nationale ne fait pas l'unanimité. La CENI est-elle réellement indépendante? Que lui reprochent les partis politiques? Et quelles sont les solutions et approches de ces partis politiques? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous recevons ce soir pour vous, chers téléspectateurs, M. Gaye El Hadj, qui est membre du bureau exécutif de l'UAM. Nous recevons également Mme Nessiba Dahan, qui est secrétaire exécutif à l'Union pour la République. Nous recevons également pour vous ce soir M. Mohamed Val Oulhandaye, qui est secrétaire adjoint permanent du Rassemblement des forces démocratiques, et l'un des vice-présidents de l'IFP, l'Union des forces du progrès, qui s'appelle Khalilou Ouledede. Bonsoir, chers invités, et bienvenue. Pour commencer, je le disais tout de suite, la CENI a été créée, c'est la troisième CENI qui voit le jour dans ce pays, et malgré tout, elle continue toujours à ne pas faire l'unanimité. Que lui reprochez-vous en réalité? Merci. Il faut commencer d'abord, je crois, par remercier la télévision nationale pour l'occasion qu'elle offre pour faire ce débat, qui est, de mon point de vue, un débat extrêmement important parce que l'opinion publique dans ce pays est très intéressée par cette CENI, par les élections. C'est une question qui engage l'avenir du pays et l'attention des Mauritaniens, à juste titre, est très attirée par cette question-là. Bon, avant de répondre, je crois il faut quand même se replonger un peu dans le contexte de la création de cette CENI. Il faut rappeler que cette CENI a vu le jour après le dialogue national qui a eu lieu entre une certaine partie de l'opposition qui avait accepté de prendre part au dialogue, et la majorité présidentielle. Ce dialogue a eu lieu et ce dialogue a eu des résultats. Parmi ces résultats, il y a la CENI. Mais avant de se focaliser sur la CENI, je crois qu'il est bon de rappeler qu'il y a eu, par rapport à ces résultats, de notre point de vue, des choses extrêmement importantes qui ont été réalisées. Parce que les hommes et les femmes qui ont participé au dialogue avaient le souci, après toute l'expérience que nous avons connue dans ce pays, dans l'organisation des élections, dans les problèmes qui se posent, des difficultés qu'il y a, à résoudre, à prendre en charge donc sur la base de l'expérience, à prendre en charge tous les problèmes qui se posent. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des lois qui ont été prises et qui ont apporté, de mon point de vue, des changements importants par rapport à ce qui existait. Parmi ces lois, il y a les lois qui concernent le nomadisme politique. Et non, par rapport... On va parler de la CENI, s'il vous plaît. Non. Vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, mais cette CENI-là, en quoi elle est différente des autres? Cette CENI, en quoi elle est différente des autres? Les concepteurs de cette CENI ont tenu à ce que cette CENI soit réellement indépendante. Le choix des personnalités, le principe qui a guidé ce choix, c'était vraiment de rechercher des personnalités indiscutables du point de vue de leur moralité. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il fallait que ces personnalités soient indépendantes par rapport à tous les pouvoirs, y compris d'ailleurs le pouvoir des journalistes. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu un écho par rapport à une forme de critique, par rapport en tout cas à la réticence de cette CENI de se prêter aux journalistes et les problèmes que ça pose, et même d'être invité ici dans ce débat. Et donc ces personnalités devaient être indépendantes vis-à-vis de tous les pouvoirs. Et le troisième aspect, c'est important, cette CENI devait bénéficier d'une indépendance financière également. Bien sûr, à l'heure actuelle, il y a des mécanismes qui ont été très difficiles à mettre en œuvre, mais c'est ça la finalité, c'est ça l'objectif.
Et c'était important pour, en tout cas, les gens qui ont mis en place cette CENI, c'était important de prendre en considération ces différents aspects. D'accord, très bien. Madame Nessiba. Bien, moi je commence aussi à remercier la télévision. Merci. Et je me félicite d'être d'un parti qui est un parti au pouvoir et qui a donné cette libéralisation de la presse indépendante, de la presse nationale. Donc, s'il n'y avait pas cette libéralisation, on ne serait pas ici, y compris le parti du pouvoir et les partis d'opposition. Ça, c'est de un. Je voudrais, avant de répondre à votre question, faire 2 remarques. On sait que la Mauritanie aujourd'hui vit une période démocratique qui doit être valorisée. Elle doit être valorisée par tout citoyen patriotique et nationaliste. On sait que les réalisations qui ont été faites dans les 4 dernières années sont plus importantes que les réalisations depuis l'indépendance des 50 années. Madame, je suis désolé, mais ce n'est pas ça l'objectif. D'accord, c'est 2 remarques. Je vais faire ces 2 remarques. D'accord, je ferai ces 2 remarques d'abord et après je répondrai à la question. La question, ça y est, je réponds maintenant à la question, à votre question. Pour ce qui est de la CENI est issue d'un dialogue national qui est composé, ce dialogue, les partenaires de ce dialogue sont constitués de la plus grande majorité de l'opposition et la majorité présidentielle. Ce dialogue a fait un travail de concertation qui a duré 2 mois. Et le choix des éléments de la CENI aussi ont fait 2 mois pour le choix de ces personnes qui ont bien servi à l'État, qui sont âgées et qui continuent à servir l'État. Donc, je pense que le fait de dire que la CENI est dépendante, c'est comme ce qu'on disait avant. C'est toujours les mêmes partis qui disent que les élections ne sont pas crédibles, les élections de 2009, alors qu'ils avaient des portefeuilles très importants. C'est les mêmes partis. Et je suis vraiment pas contente du fait que une certaine classe politique et certains partis qui ont du poids, qui avaient du poids, qui sont historiquement depuis 30 ans, qui toujours suggèrent et qui font la même intoxication, qui font les mêmes démentis, qui mettent tout le temps quelque chose, toute réalisation, qui la mettent à l'aveuglette. On dit que vraiment c'est pas réalisable, ça n'a pas été fait. Je m'excuse, mais en fait, je suis vraiment désolée du fait que c'est souvent les mêmes partis qui démentent tout ce qui a été fait. La CENI, c'est une institution indépendante. Elle est composée de quelques membres qui sont très âgés, qui ont un âge bien déterminé, un âge sérieux, qui ont une grande expérience. Et je pense, je ne les défends pas, puisqu'ils sont indépendants, mais ils sont en train de commencer leur processus électoral et laissez-le le faire. D'accord, très bien. Monsieur Mohamed Val, qu'est-ce que vous reprochez à la CENI? Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je remercie la télévision pour cette occasion qui nous est donnée d'expliquer notre point de vue. Et je remercie aussi les téléspectateurs qui consacrent certainement un temps à nous suivre. Et je dis que la CENI est issue d'un dialogue entre le pouvoir et une certaine partie de l'opposition. Bien sûr, le RFD et la CODE actuellement ne font pas partie de cette opposition qui est partie au dialogue parce qu'on avait posé des conditions que le pouvoir n'a pas voulu respecter. Il n'a pas voulu répondre à nos préalables. Nous avons dit dans le temps préalable. Parmi ces préalables, il y a ce qu'on appelle la libéralisation de la presse, des médias publics, qui sont l'expression de la collectivité, qui n'appartiennent pas à un pouvoir, qui n'appartiennent pas à un président, qui n'appartiennent pas à un parti, mais ils appartiennent au peuple mauritanien. Et ils doivent refléter le point de vue de la collectivité mauritanienne, c'est-à-dire les partis, les syndicats, la société civile, les leaders d'opinion, etc. Ce qui, dans le temps, n'a pas été fait. Et on avait aussi posé comme condition qu'il y ait
un respect pour les lois en vigueur en République islamique de Mauritanie, parce que vous savez que le président de la République est le garant de la Constitution, mais aussi il veille à l'application des lois, et surtout les lois qui protègent les droits des gens qui le combattent, c'est-à-dire de l'opposition. Et dans le temps, vous savez que n'importe quelle petite manifestation à caractère paisible, qui ne fait rien, qui ne casse rien, on amène la police, on amène des grenades, on essaie de tout faire pour les casser. Mais les jeunes du 25 février ont été cassés à plus d'une fois, au niveau de ce qu'on appelle la place des blocs anciennement. Et bien d'autres cas de manifestations pacifiques ont été réprimés par le pouvoir en place. Ce qui nous fait dire qu'un pouvoir qui, premièrement, ne respecte pas ses engagements, parce que, comme préalable, nous avons posé que l'accord de Dakar soit une référence, parce que nous ne pouvons pas aller au dialogue avec un pouvoir qui ne respecte pas ses engagements. Quand on dit au président, l'accord de dialogue que nous avons signé, sachez que nous tenons à ce que vous les respectiez. Et qu'ils ne nous disent pas, comme il a dit dans un meeting au niveau de Dar el-Bela, au 6e, celui qui veut les accords de Dakar n'a qu'à aller à Dakar. Pourtant, les accords de Dakar ont été signés par toutes les parties. Et en même temps, en présent. Donc, je veux expliquer pourquoi nous n'avons pas participé à ce dialogue. Et donc je m'arrête ici. Je m'arrête ici et je reviens à la CENI. J'ai dit que cette CENI, bon, mon collègue dit qu'elle est indépendante, que c'est l'une de ses qualités. Je lui rappelle que la CENI a été indépendante au Congo démocratique, les Zaïre anciennement. Elle a été indépendante en Côte d'Ivoire. Elle a été indépendante en Mauritanie, ici, en 2009. Et pourtant, ça n'a rien changé. Il y a toujours eu le pouvoir qui est en place, parce que la CENI n'est qu'un mécanisme parmi tant d'autres mécanismes qu'il faille mettre en œuvre pour qu'il y ait une élection réellement démocratique. Et cette CENI-là, elle a été mise en place. Je ne conteste pas la probité, je ne conteste pas la compétence des membres de la CENI, que je respecte beaucoup et que beaucoup de gens respectent, mais ce n'est pas suffisant. Dans un environnement comme ça, où le pouvoir est la propriété d'une certaine classe politique, on ne peut pas faire des élections libres, on ne peut pas faire des élections démocratiques. Il faut autre chose. L'État n'appartient à personne. L'État, c'est la propriété de tous les Mauritaniens. Le gouvernement qui est en place ne peut pas s'approprier les moyens de l'État, mener des représailles, mener des coups fourrés contre tout celui qui est contre lui, les hommes d'affaires, les cadres, comme si on n'est pas aligné sur la ligne du pouvoir, on n'a aucun droit dans ce pays. Tant que cette chose existe, on ne peut pas mener des élections démocratiques, on ne peut pas mener des élections libres, des élections transparentes dans ce pays. Et c'est ce pourquoi nous, on dit que la CENI n'est qu'un mécanisme, et la CENI la plus animée des meilleures intentions du monde ne peut pas garantir des élections démocratiques et transparentes sous ce régime, ou un régime semblable à celui qui nous gouverne actuellement. J'ai dit, vous aurez l'occasion. Il y a la sœur qui a dit... Vous aurez l'occasion de lui répondre. Non, mais elle a dit une chose, il a dit un mot. Elle a dit qu'il y a une libéralisation de l'audiovisuel qui est donnée. Rien n'est donné dans ce pays. Ni le pouvoir, ni le président, ni le parti que vous représentez ne donne quoi que ce soit. C'est l'heure du temps qui donne, et celui qui peut prouver n'a qu'à essayer, et il se cassera les dents. D'accord, attendons. Les réalisations dont vous avez parlé, j'aurais voulu qu'elle les fasse sur 5 ans. S'il vous plaît. Parce que le pouvoir actuel est en place depuis au moins 5 ans. Il fallait dire 5 ans. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce point. Bon, je réponds. Non, c'est fini maintenant. Vous allez répondre plus tard. Donnons l'occasion à Khalilou de nous dire son point de vue sur la Commission électorale nationale indépendante. Bien, moi d'abord, je commence par féliciter la télévision. Merci. Parce que c'est une occasion donnée aux Mauritaniens de se retrouver pour discuter de la situation de leur pays. Et ce type de débat contradictoire est nécessaire pour chercher une sortie de crise, pour chercher des solutions aux problèmes que vit le pays. Et je crois que les grandes nations dans ce monde n'ont été fondées que grâce à ces débats contradictoires, qui sont un symbole de démocratie. Donc je pense que c'est une très bonne initiative et nous encourageons ce type de rencontre. Et j'aimerais que ça se passe de façon sereine, de façon calme,
loin de tout esprit un peu négatif. Bien, en ce qui concerne le sujet lui-même, la CENI, je voudrais faire quand même une observation. Ce lien entre la CENI et les accords de Dakar, la CENI que vous avez soulevé, c'était la CENI de 2009. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de lien. Les accords de Dakar ont été une œuvre géniale des Mauritaniens. Les Mauritaniens ont réussi à faire un accord pour sauver leur pays. Mais malheureusement, ces accords n'ont pas été respectés par la partie qui a le pouvoir. Et donc la CENI, de cette période-là, découle de ce manque de respect des accords de Dakar, donc il n'y a pas un lien. Pour la première CENI qui a été faite, nous pensons que c'est une CENI qui était le résultat d'un consensus national de toutes les forces dans ce pays, de tous les milieux, et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui a fait qu'elle a réussi à faire un processus de 2005 à 2007 qui a été reconnu par l'ensemble de l'opinion nationale et l'ensemble de l'opinion internationale. Ce qui n'est pas le cas de la CENI actuelle, dont je ne remets pas en cause les compétences des personnes qui sont dedans, mais je crois que c'est secondaire par rapport au climat d'ensemble. Ce que nous reprochons à la CENI actuelle, c'est qu'elle n'est pas en phase avec les préoccupations du pays. Dans ces pays-là, il y a une crise. Il ne faut pas se voiler la face. Une crise profonde, multidimensionnelle. Et l'un des aspects les plus importants de cette crise, c'est que les acteurs politiques principaux sont en conflit. Ils ne s'entendent pas. Ils sont déchirés sur le plan de l'analyse de la situation. Et tant qu'il n'y a pas entente sur un minimum, donc un consensus sur comment sortir de la crise, je crois qu'un outil technique est secondaire par rapport à la sortie de crise dans les pays. Donc nous pensons que cette CENI, malgré les points positifs qu'elle peut avoir, reste insuffisante. Elle a un déficit de légitimité parce qu'une grande partie des forces politiques ne se retrouvent pas dans cette CENI et ne pensent pas que la CENI, vue comme elle fonctionne, reflète un peu les préoccupations du peuple mauritanien. Donc je crois qu'on a mis un peu les charrues avant les bœufs. Il faut d'abord que les Mauritaniens se retrouvent, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition, et discutent des vrais problèmes dans ce pays-là. Comment? Parce que fonder une nation, ce n'est pas facile. Ce sont des institutions qui doivent reposer sur du solide, pas sur du superficiel. Et ça, il faut réfléchir, il faut que tout le monde se retrouve pour qu'on s'entende sur une formule, un compromis, qui permet de mettre en place un consensus que tout le monde accepte, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout. Je crois que si ce consensus est mis en place, ce qui n'est pas le cas pour le moment, c'est en ce moment qu'on peut donner une crédibilité à la CENI. Mais si la CENI commence à mettre en œuvre un processus électoral alors que le terrain est miné, on ne peut pas jouer du football sur un terrain miné, il faut déminer le terrain d'abord. Je crois que c'est un peu prendre le problème par le mauvais bout. Hein? Et donc c'est un peu ça, c'est que D'accord. Donc après le tour de table, j'ai compris qu'on ne reproche rien sur le plan de la moralité aux personnalités qui composent la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est un point sur lequel je crois que vous êtes tous d'accord. Maintenant, cet outil-là, comment il peut être opérationnel, comment on peut le mettre en œuvre pour qu'il mène les Mauritaniens vers des élections prévues dans la date qui a été arrêtée par la CENI. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, je pense d'abord qu'il faut quand même... Votre parti fait partie de ceux qui ont désigné certains membres au sein de la CENI. Parfaitement. Notre parti fait partie effectivement de ceux qui sont... Pour faire participer les autres maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Je voudrais d'abord dire que par rapport à la CENI, il faut quand même la juger à l'œuvre. Je crois que c'est important. Jusqu'à présent, dans le parcours qu'elle a déjà effectué, dans les activités qu'elle mène, je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'éléments qui permettent de remettre en cause ses capacités ou bien sa moralité, etc. Je pense que ça, c'est important de dire. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne jamais perdre de vue le contexte d'ensemble dans lequel
cette CENI a eu lieu, et avant cette CENI, par rapport aux problèmes qui sont posés, il faut quand même pas faire une séparation entre l'ensemble des activités qui concernent les élections et qui ont été discutées au moment de ce dialogue et qui ont été le résultat d'une prise en compte de l'expérience des Mauritaniens depuis une vingtaine d'années d'organisation des élections, des problèmes qui se posent par rapport, comme j'avais commencé à le dire, par rapport au nomadisme politique. On parle de nomadisme politique, mais en réalité, est-ce que c'est un mot qui est approprié? Parce que le nomadisme ne se fait que dans un sens unique. Il ne se fait qu'au profit du pouvoir en place. Il n'y a pas de mouvement retour. Parce que le nomadisme, quand même, suppose qu'il y ait des allers-retours. Mais là, par rapport à cette instabilité, le nomadisme, ça ne faisait qu'au profit du pouvoir en place. Par rapport à l'injustice qui était faite en raison des effets de seuil qui ont fait qu'il y avait une disproportion par rapport à la représentation dans le pays des départements qui étaient sous-représentés. On a rééquilibré ça. Par rapport à la question des quotas des femmes, par rapport à toutes ces questions. Et toutes ces questions ont été prises en compte par le dialogue. Et je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, et de mon point de vue, on ne peut pas dire que les réformes qui sont issues, que les lois qui sont issues de ces réformes présentent un caractère cosmétique. Au contraire, elles apportent de véritables modifications, de véritables changements dans ce qui existait avant. Par rapport maintenant à la CENI, je crois que l'aspect le plus important, c'est quand même de donner à cette institution les chances de faire son travail. Et surtout, quand on sait, et ça c'est extrêmement important, les gens le passent sous silence, qu'aujourd'hui, que c'est la CENI qui est responsable de l'ensemble du processus du début jusqu'à la proclamation des résultats. Et qu'aujourd'hui, on a sorti les élections du ministère de l'Intérieur. Et je dis pour rappeler que c'est connu que les élections, dans une situation normale, c'est une activité administrative, ordinaire, normale du ministère de l'Intérieur. Mais c'est en raison du dysfonctionnement, en raison de beaucoup de problèmes qui se sont posés par le passé, que nous avons vécu, et qu'aujourd'hui, il a été décidé de sortir carrément cette question des élections, du processus, de l'ensemble du processus du ministère de l'Intérieur, et que c'est la CENI qui est responsable entièrement de cette question. Bien sûr, on évoquera la question de savoir si cette CENI a les capacités de le faire, mais il ne faut pas confondre deux choses qui sont différentes. Il ne faut pas confondre la capacité d'exercer une compétence et le reste de la responsabilité. C'est une question de prise de responsabilité. Bien sûr, personne ne pense qu'il faut faire table rase de toute l'expérience que nous avons connue dans ce pays. Il y a, vous le savez, des hommes, des préfets, des administrateurs qui sont très bien formés. Et dans ce pays, il y a eu beaucoup d'élections. Les gens ont eu un capital d'expérience extrêmement important. Mais la CENI va utiliser cette expérience, mais c'est sous sa responsabilité. C'est sa responsabilité de faire. Ce n'est pas la responsabilité du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et je crois que ça apporte, à mon avis, quelque chose de très important dans le pays. Et c'est dommage que les autres acteurs politiques n'aient pas perçu ou n'aient pas voulu voir les progrès substantiels qui sont apportés et qui ont été le résultat du dialogue national qui a eu lieu. D'accord, ils auront l'occasion de vous répondre. Madame Nessibé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je vais répondre un peu à quelques argumentations qui sont parvenues de là et d'une part et d'autre part. Concernant la libéralisation de la presse, en fait, c'est la demande de tout le peuple mauritanien. Mais qui a réalisé cette libéralisation? C'est le système. C'est notre système qui est en place. Ce n'est pas un autre système. C'est ce système qui a libéralisé la presse, qui a libéralisé la presse indépendante, qui a fait beaucoup de réalisations pour la démocratie. En fait, vous avez parlé de l'accord de Dakar. L'accord de Dakar a été fait. Et on est venu, vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Finances, le ministère de la Communication. Mais Aziz, il a passé à 52, au suffrage universel. Et là, il faut
bien respecter les choix du peuple. Vous êtes une opposition, vous devez jouer votre rôle. On est une majorité, on doit réaliser notre programme électoral. Mais si vous ne respectez pas, et votre discours, il y a une disparition totale du choix du peuple, je ne comprends pas cette démocratie. Je ne comprends pas votre démocratie, puisque vous avez mis de côté les choix du peuple. Vous avez oublié votre rôle de minorité. Vous avez oublié votre rôle très honorable de l'opposition. Vous devez en jouir et vous devez jouer votre rôle pleinement et c'est dans l'intérêt de la nation. Comme monsieur l'a dit, faire une nation, créer une nation, c'est tout le monde qui doit en jouir, c'est tout le monde qui doit participer. La majorité doit participer, l'opposition aussi doit participer, mais restez dans votre rôle. Je vois complètement que c'est antidémocratique le fait de nier des élections dont vous avez les portefeuilles principaux qui est à 52, au suffrage universel direct et après de dire que le bas est monté ou le bas est descendu. Là, où est-ce que sont les accords de Dakar? Il ne peut plus y avoir d'accord de Dakar puisque vous n'avez pas reconnu ces élections libres et transparentes. Deuxièmement, il y a eu le dialogue national. Tous les partis politiques ont été invités à cette concertation nationale. Pourquoi vous n'y avez pas assisté? On vous a demandé. Tous les partenaires vous ont demandé. Tous les partis de l'opposition ont demandé. Les partis de la majorité vous ont demandé d'y participer. En tout, et grosso modo, ce que je remarque, c'est qu'ils font une fuite à l'avance aux élections. C'est ma conclusion finale. Donc pour vous, la CENI, c'est eux d'ailleurs qui l'ont dit. Eux, ils ont dit que la CENI est indépendante. Ils viennent de la prouver. Ils viennent de la dire, de l'avouer. Si, vous avez dit, vous avez dit que la CENI... La plus indépendante du monde ne peut rien faire dans ce contexte. Attendez. Pour ce qui est de, vous avez dit, pour ce qui est du terrain qui est miné, on ne peut pas jouer sur un terrain miné de football. Voilà. Le terrain miné de football, il n'y a pas en Mauritanie. Il y a un enrôlement, il n'y a pas de tricage, il n'y a pas de falsification. Les cartes d'identité sont infalsifiables. Il y a une CENI indépendante. Le résultat d'une concertation nationale, d'un dialogue national, où les partis d'opposition et de majorité présidentielle sont présents, qui a duré 2 mois, et le choix a duré 2 mois. Comment se fait-il qu'elle n'est pas indépendante? Elle est indépendante, il y a 2 conditions. C'est l'enrôlement, l'exactitude de l'enrôlement, et c'est l'indépendance de la CENI. C'était vos exigences, c'était les exigences de l'opposition, et ça a été fait. Une fois que ça a été fait, non, on dit non, on doit faire un gouvernement d'unité nationale. Est-ce que c'était vos exigences? Ah oui, c'était leurs exigences, tout à fait. Non, revenons à l'essentiel. C'était leur exigence. C'était leur exigence. Ils ont exigé à ce qu'il y ait un enrôlement non falsifiable et qu'il y ait aussi une CENI indépendante. C'était leur condition sine qua non. Vous parlez de quoi, madame? Vous parlez des accords de Dakar ou d'autres choses? Non, je parle des accords de... Non, les accords de Dakar sont finis. Vous avez fini, non, les accords de Dakar? Non, mais les accords de Dakar, vous en avez fait une lecture complètement déformée. Oh, pas du tout, pas du tout, je m'excuse. Je suis les accords de Dakar, mais je m'excuse. Non, je m'explique. Les accords de Dakar, c'est un ensemble de points. Les accords de Dakar, ce n'est pas que c'est les élections. Les accords de Dakar, il y a plus de 9 points dans les accords. Et parmi ces accords-là, il y a un point essentiel concernant l'indépendance du politique par rapport aux militaires, concernant le partenariat entre l'opposition et le pouvoir sur la gestion des affaires. Non, ça n'a pas été fait. Quel dialogue? Il n'y a jamais eu de dialogue là-dessus. Mais ce qui est réel, c'est que vous l'avez appliqué du dialogue, que le point qui vous intéresse, qu'il y ait des élections, que vous allez gagner parce que vous contrôlez les moyens qui vous permettent de gagner ces élections. C'est la réalité. Comment et le fait qu'on soit,
Vous voulez contrôler parce que vous avez l'État. On n'a pas les portefeuilles importants, madame. Non. Vous avez l'intérieur. Non, non, attends. Vous avez les finances, non? Madame, ils vont s'expliquer. C'est le plus important. C'est ça le plus important. Non, pas le plus important. D'accord, c'est vrai. Madame dit il va juste s'expliquer si les portefeuilles. Non, je m'explique parce que ce n'est pas le plus important. Je réponds d'abord à mon ami Gaël Haj. Je suis étonné qu'il parle comme s'il n'était pas dans un pays comme la Mauritanie. Un pays normal, une CENI qui fait son travail, une administration. Non, on n'est pas dans un pays normal, M. Gaël Haj. On n'est pas dans un pays normal. Ce pays a une histoire difficile. Hein? Nous venons d'un coup d'État qui a eu lieu en 2008 et qui a déchiré la classe politique en Mauritanie. Et donc, les conflits ont continué et donc la recherche d'un consensus, la recherche d'une entente entre les Mauritaniens n'a pas eu lieu. Et ce n'est pas la CENI, on ne peut pas donner à cette CENI-là, d'ailleurs qui n'est pas indépendante. Moi, je récuse l'indépendance de cette CENI. Je pense que cette CENI est jusqu'à présent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Nous en avons déjà donné les preuves. Et ce n'est pas la CENI tout simplement qui s'occupe des élections. Il y a d'autres conditions qui concernent les élections. Les fichiers électoraux est entre les mains de qui? Nous avons démontré que c'est un rouage essentiel qui est contrôlé par le pouvoir qui est en place. L'état civil qui est dans une situation de délabrement total. On ne sait même pas qui a l'état civil ou pas. Nous l'avons démontré, nous avons montré que cette agence est une agence qui est monopolisée par un parti au pouvoir et ceci fausse la fiabilité du fichier électoral et la fiabilité de l'état civil. Donc, la CENI actuelle, en plus du déficit de légitimité, ne contrôle pas des rouages essentiels dans le pays que nous connaissons. Nous venons d'un pays meurtri par les coups d'État. Nous venons d'un pays où le pouvoir en place instrumentalise l'administration, n'est-ce pas, et crée une situation de peur où tout le monde est obligé de suivre, ou une situation où les gens cherchent l'appât du gain. C'est ça la réalité. Donc, s'il n'y a pas une situation équitable, s'il n'y a pas une sorte de rupture de neutralité de l'État, on ne peut pas avoir des élections crédibles dans ces pays. Or, ça n'existe pas. L'État actuellement est contrôlé par vous, madame, par votre parti. Vous le noyautez, vous l'instrumentalisez. Vous avez l'administration et ses moyens. Vous avez les moyens de l'État qui vous permettent, n'est-ce pas, de corrompre, qui vous permettent de faire peur. Et c'est ça la réalité. Et les rouages de l'administration sont contrôlés par vous. C'est pourquoi la CENI, de notre point de vue, ce n'est pas ça le règlement. Ce qui va régler le problème dans ce pays-là, c'est une entente entre les partis politiques. Nous avons refusé de participer au dialogue. Ce n'est pas parce que nous sommes contre le dialogue, c'est nous qui l'avons demandé. Mais le dialogue que vous avez fait avec une partie de l'opposition a été un dialogue orienté vers la division de l'opposition. C'était un dialogue qui suit une logique politicienne. Et nous avons posé des conditions. Ces conditions n'ont pas été respectées. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un climat d'abord d'entente. Vous ne l'avez pas fait. Et donc, nous n'avons pas participé à ce dialogue-là. Et nous continuons à dire que le résultat de ce dialogue, de notre point de vue, malgré ces points positifs, ne règle pas le conflit politique dans le pays. Et je ne sais pas sur quelle base vous vous appuyez pour dire qu'il y a une majorité de l'opposition qui a participé au dialogue. Et je récuse votre façon de qualifier, de parler de majorité et d'opposition. On dirait que vous n'êtes pas dans ce pays. Ce pays est bloqué politiquement. Il n'y a plus d'élections depuis 2011. Qui est majorité, qui est minorité, on ne sait pas. Le Parlement est moribond, il a dépassé son échéance. Les municipalités, la même chose. Donc on ne sait pas. Le pays est bloqué. L'histoire du pays n'a jamais été aussi mauvaise sur le plan institutionnel que maintenant. Donc vous voyez, ce qui peut sauver le pays, c'est une entente. C'est un consensus et accepter qu'il y a une partie de l'opposition qui pose encore problème. Mohamed Val. Donc pour ce qui est de les remarques qu'ont fait les frères et la sœur concernant la CENI, premièrement, qu'elle est indépendante. Bon, l'indépendance ne résout pas les problèmes. Et le temps, on peut donner du temps pour une institution ou un organisme quelconque dont on attend quelque chose. Nous savons que la CENI, animée des meilleures intentions, qu'elle ait même les meilleurs hommes du monde, ne peut rien faire dans le contexte actuel. Le contexte où il y a un pouvoir
semi-dictatorial, démocratique dans les apparences, mais en réalité, la réalité du pouvoir, il la détient, où il y a une certaine alliance entre la féodalité et certaines élites de l'armée pour monopoliser ce pouvoir, et qu'on essaie par ces biais d'appauvrir le peuple, de le marginaliser, de lui faire coller à l'esprit la mentalité du colon. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, on vous casse. La loi du plus fort, le non-droit, les passe-droits que nous voyons tous les jours et qui sont là devant nos yeux. Dans ces conditions, on ne peut jamais organiser une élection transparente ni démocratique, quelle que soit l'intention de la CENI ou quelles que soient les compétences des tenants de la CENI. Et je crois que par la même occasion, le dialogue qui a été fait n'a pas changé grand-chose à cette donne. Et c'est pourquoi nous, les partis de la Côte, nous voulons un dialogue qui changera la donne, qui garantisse que l'État soit neutre par rapport aux contradictions politiciennes et aux contradictions des partis. Par exemple, qu'on ne fasse pas des procès d'intention pour celui qui est à l'opposition, qu'on essaie de faire des profilages pour certaines fonctions, qu'on essaie de démocratiser un peu pour que le Parlement au moins approuve certaines nominations pour les hautes fonctions de l'État, qu'on essaie de faire beaucoup de pratiques démocratiques qui sont légion dans les pays démocratiques et dont nous avons grand besoin. Et qu'on ne reste pas dans notre cas actuel d'un État patrimonial qui est le patrimoine exclusif d'une certaine frange politique et qui en exclut tous les autres. Celui qui est à l'opposition à la peste et celui qui est chez eux, il a ce qu'il a. Et d'ailleurs, chez eux, c'est quoi? Ce n'est pas un parti. Ce n'est pas une orientation politique. C'est rien du tout, c'est l'administration. Celui qui prend le pouvoir par la force, il a une majorité automatique. D'office. Les mêmes gens qui ont toujours soutenu les pouvoirs qui ont été en place sont maintenant là en train d'applaudir. Applaudir pourquoi? C'est pour qu'ils puissent drainer de leur côté les biens, les services, les avantages du pouvoir. Et pour marginaliser encore plus les pauvres et de cette façon essayer de ajourner à l'infini la possibilité de créer un État démocratique et d'associer tous les Mauritaniens au devenir de leur pays, à l'économie de leur pays et de donner à tout un chacun ce qu'il mérite dans ce pays. Je veux dire que vous avez dit que la libération a été faite par ce pouvoir. Ce n'est pas ce pouvoir, c'est le temps. S'il y avait n'importe quel pouvoir, dans les années 90, on disait que l'ancien pouvoir, qu'il a démocratisé, qu'il a fait. Ce n'est pas vrai, c'est Mitterrand qui a fait, c'est l'ère du temps. C'est parce que le mur de Berlin est tombé qu'il n'y a plus de bloc à l'Est. Maintenant, il y a le printemps arabe, c'est lui qui a fait ça. C'est le temps. N'importe quel pouvoir qui est là est obligé de libéraliser. Sinon, il sera balayé par la bourrasque qui est là. Donc, ça, il faut le connaître. Ça, c'est un. Deuxièmement, les réalisations. Vous en avez parlé sans faire des détails. Mais aussi les réalisations. Sachez que nous sommes le pays le plus pauvre d'Afrique. Sachez que nous sommes le pays qui ne peut pas atteindre les objectifs du millénaire dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Sachez que nous sommes un pays qui vit une crise. À la fin du débat, je vous promets qu'on va consacrer quelques minutes aux réalisations. Et ce n'est pas le sujet de notre débat. Monsieur Gaï. Pour ce qui est de la CENI, pour ce qui est de la ça notre sujet. Oui, pour ce qui est de la... Je reviens, je voulais surtout répondre un peu. Par exemple, la CENI a déjà fixé une date pour les élections. D'accord. Je crois qu'elle met la charrue avant les bœufs. Comment se fait-il que la CENI détermine une date pour des élections sans consulter même ceux qui l'ont mise en place? Les partis, le pouvoir et les partis d'opposition qui ont participé au dialogue, paraît qu'ils n'ont pas été consultés. Ça, c'est d'accord. La CENI, on ne veut pas fuir le pouvoir pour qu'on subisse la dictature de la CENI. Ce n'est pas normal. Je ne vois pas comment ils puissent déterminer la date sans consulter quiconque. Si, comme disent certains, il y a une connivence entre la CENI et le pouvoir pour imposer un calendrier à l'opposition qui a dialogué avec lui à tous les pays. Ça, en tout cas, je ne suspecte pas les membres de la CENI de telle bassesse. Mais ça, on le dit. Hein? Je ne le confirme pas, mais je ne l'infirme pas. Le fichier électoral.
on dit que maintenant il reste plus d'1 million de Mauritaniens qui n'ont pas été recensés. Comment se fait-il que dans ces conditions, la CENI accepte d'aller à des élections où les tiers des Mauritaniens n'ont pas encore été recensés, où le tiers des Mauritaniens ne figurera certainement pas parce qu'il n'a pas été recensé sur les fichiers électoraux, alors que les normes internationales déterminent que pour une élection crédible, il faut au moins plus de 90%. Plus de 90% des gens en âge de voter, il faut les inscrire sur la liste électorale. Qu'ils aillent voter ou pas, ça c'est leur problème. Mais que la CENI détermine une date, alors qu'elle n'est même pas en mesure de mener le recensement à caractère de ravel, elle n'est pas en mesure de le terminer avant la date, et que le recensement des fichiers électoraux n'est pas encore fini, comment se fait-il qu'elle accepte d'être embarquée de la sorte et qu'elle mette de la sorte la charrue avant les bœufs et qu'elle se ridiculise en fin de compte devant tout le monde? D'accord, très bien. Monsieur Gaïd, vous avez entendu les griefs qu'ils font à cette CENI et vous, apparemment, vous ne faites pas les mêmes griefs. Il faut dire que... Il est au centre ou à gauche ou à droite. C'est à vous de... Nous avons des divergences. Nous n'avons pas la même lecture de la situation. Ou en tout cas, même si nous avons les mêmes constats, nous n'aboutissons pas... Le constat par rapport à la CENI, c'est quoi? Non, le constat, surtout par rapport à la situation générale. Le pays a des problèmes. Nous sommes dans un pays qui est effectivement très fragile. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés. Il y a la question nationale. Est-ce que le fait d'aller à des élections n'est pas une solution? S'il vous plaît. Il y a la question nationale qui est là. Il y a beaucoup de problèmes qui se rapportent à cette question-là. Il y a la crise économique dont vous avez parlé. C'est quoi la question nationale? Excusez-moi. Parce que ce concept n'est plus bien compris. Je veux dire tout simplement la question de la coexistence entre nos différentes nationalités. Nos différentes communautés, nos différentes nationalités, qui a été un problème dans ce pays, qui a été une question essentielle, qui a alimenté d'ailleurs pratiquement toute la chronique événementielle politique de ce pays depuis l'indépendance, avec des hauts et des bas, des moments de tension et des moments de baisse de tension. Et cette question, elle persiste, elle n'est pas réglée dans le fond. Il y a des aspects essentiels qui ne sont pas encore réglés. Il y a la crise économique dont vous avez parlé. Il y a la fragilité, il y a la prégnance du tribalisme. Il y a encore des sentiments, des réactions primaires par rapport au tribalisme, par rapport à toutes ces questions. Il y a une crise économique, effectivement, qui fait qu'aujourd'hui, notre pays connaît, du fait de l'application des politiques qui sont inspirées par les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, donc ces politiques néolibérales qui ont eu des conséquences catastrophiques dans le pays et dont les aspects les plus significatifs sont aujourd'hui le chômage qui tutoie des sommets jusque-là insoupçonnés, surtout chez les jeunes. Il y a tout cela. Mais c'est en raison même de ces problèmes, c'est en raison même de la fragilité de cette situation du pays que pour nous, le dialogue a été pour nous une occasion pour faire face à cette situation. C'est cela qui explique notre choix du dialogue. C'est parce que la démocratie chez nous, nous considérons que c'est encore un projet. Il faut faire. On a aujourd'hui les accessoires de la démocratie, mais on n'est pas encore réellement dans une situation de démocratie telle qu'elle existe, telle qu'elle doit exister dans des pays qui l'ont inspiré. Par exemple, les pays occidentaux, en France et ailleurs. La meilleure preuve, c'est que depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu dans notre pays une passation de service entre un président élu sortant et un président élu entrant. Et c'est pourtant là une activité ordinaire, normale dans une démocratie. Voilà tous ces problèmes. Et c'est pour cela que pour nous, le dialogue a été une occasion pour nous. C'est la voie que nous avons choisie. Pour nous, c'était la meilleure voie pour les Mauritaniens pour résoudre leurs problèmes, les difficultés. Et par rapport à ça, M. Khalil, nous avons choisi le dialogue, vous avez choisi le Rahil. Et aujourd'hui, on sait les résultats que ça a donné. En tout cas, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a quand même dans ce pays des hommes de qualité qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de ce pays
et qui devait être en mesure d'apprécier à sa juste valeur les résultats de ce dialogue. Parce que le dialogue, quoi qu'on dise, on s'est retrouvé finalement dans une configuration qui était très favorable. Nous, partis d'opposition qui avons participé au dialogue, en participant à ce dialogue, on avait l'objectif et on avait la mission vraiment de négocier des problèmes vraiment pied à pied, mais dans le seul intérêt du peuple mauritanien. C'était loin de nous l'idée de s'approprier les résultats, mais on le faisait pour l'ensemble du peuple mauritanien, y compris d'ailleurs les gens qui n'ont pas participé au dialogue. Les réformes, comme je l'ai dit, qui ont été obtenues, c'est aujourd'hui une acquisition de l'ensemble du peuple mauritanien. Parmi lesquels cette CENI qui est aujourd'hui constituée. Parmi lesquels cette CENI aujourd'hui qui est constituée. Contestée. Qui est constituée, contestée, mais... Et quoi d'autre? CENI et quoi d'autre? Pour vous, toutes les lois qui ont été votées par le Parlement et qui ont concerné des aspects essentiels, qui ont été les résultats de l'expérience qu'on a tirée de plus de 25 ans d'élections dans ce pays, et tous les problèmes qui se rapportent en général aux élections, et dont vous avez parlé, dont vous avez évoqué tantôt. Tout cela est rien. Non, soyez précis, soyez concret. Concret. Vous avez dit Mohamed Wade, n'interrompez pas s'il vous plaît. Et en tout cas, moi je pense, comme je l'ai dit, que ces lois ont apporté quelque chose d'essentiel dans ce pays. Maintenant, vous me direz l'application. L'application, mais ça c'est un autre combat, c'est une autre lutte. Et c'est un combat qui est quotidien, qu'il faut mener quotidiennement. Mais en tout cas, l'essentiel pour nous, est-ce que ces lois garantissent l'alternance? Ces lois offrent... L'alternance démocratique est-elle possible? L'alternance démocratique... Ils sont constitués dans une coalition qu'on appelle la CAP. Oui. La coalition pour l'alternance pacifique. Est-ce que ces lois garantissent l'alternance? Les lois ne garantissent pas, ce n'est pas les lois qui garantissent l'alternance. Bien sûr. C'est d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est d'autres facteurs qui règles du jeu qui garantissent. Ce sont les règles du jeu qui garantissent l'alternance. Et c'est pas à toi qu'on doit expliquer, c'est l'histoire de tous les États. Monsieur Khalil Dede, je dois vous rappeler quand même que par rapport au Arhil, je suis étonné. Non, attends, c'est à moi de parler de ça, s'il vous plaît. Attendez. Mais quand même... Je suis étonné que certains partis de l'opposition que je connais s'inscrivent dans cette logique-là. Parce que d'abord, elle ne correspond pas aujourd'hui à la mobilisation, à l'état de mobilisation des... Je crois que tu es mal placé pour expliquer ça. Je suis très bien placé pour expliquer, surtout que... Laisse-moi me l'expliquer. Surtout que par rapport au printemps arabe dont vous avez parlé, que vous avez évoqué tantôt, par rapport aux changements qui ont eu lieu partout. Ces changements ont eu lieu, ce n'est pas du fait des partis politiques. Généralement, les partis politiques ont joué un rôle très secondaire. Vous avez vu qu'en Tunisie, ce n'est que les partis islamistes n'ont pas participé, ça n'a pas été le facteur décisif dans la chute du régime Ben Ali. En Égypte également. Au Sénégal, s'il y a eu une alternance, c'est moins du fait des partis politiques qu'une forte mobilisation de ce qu'on appelle le mouvement citoyen. Or, le mouvement citoyen chez nous, et pendant encore un certain temps, il peine à constituer une alternative réelle, du fait des problèmes qu'on évoquait tantôt. On va écouter... Dans un milieu, je termine, même dans les milieux les plus ouverts, par exemple les milieux dans lesquels vous êtes, dans l'université, aujourd'hui les jeunes sont divisés. Il y a les négro-africains, il y a les Maures, il y a les Latines, et le mouvement, ce sont là les acteurs, c'est là qui sont avec les syndicats, ce sont les véritables acteurs du changement. Donc vous voyez, pour nous le dialogue, c'est que nous, en tout cas au WIAM, nous faisons de la politique. Mais nous pensons que faire de la politique, comme tout le monde le dit, c'est l'art du possible. Mais pour nous, on doit faire de la politique avec les cartes qu'on a entre les mains, mais non pas avec les cartes qu'on désire avoir, qu'on souhaiterait avoir.
C'est ça. D'accord, très bien, M. Gaye. Merci. Je commence par la dernière phrase de Gaye. J'ai dit les cartes qu'on veut avoir. C'est par les urnes qu'on peut avoir des cartes, qu'on peut avoir un changement, qu'on peut dire dégage. Dégage ne se dit pas dans un meeting, ne se dit pas dans une émission. Dégage, ça se dit par les urnes. On est dans un processus, un état de droit, un état démocratique. On doit aller aux élections. Il ne faut pas fuir les élections. Concernant l'accord de Dakar, je reviens et je dis que l'accord de Dakar, c'est vous qui n'avez pas continué cet accord. Nous, on a fait le début, on a fait les élections, on était élus à 52%, mais c'est vous qui n'avez pas reconnu le choix du peuple, qui est le président Mohamed Abdelaziz. Je pense que celui du RFD, je ne connais pas son nom, celui du RFD, Mohamed Val, il a parlé d'un coup d'État. Le coup d'État qui a été fait, moi je peux dire et l'appeler comme si c'est un assainissement légitime. C'est un assainissement légitime. Il y a eu une motion de censure au président du gouvernement. Il y a eu 4 gouvernements en 2 mois. Et vous avez encouragé cet assainissement ou ce coup d'État que vous appelez actuellement coup d'État. Et vous avez continué à encourager ce coup d'État ou cet assainissement jusqu'aux élections où on a eu 52%. Vous avez dit là, non. Ça, c'est un coup d'État. C'est un militaire qui est venu. C'est un militaire, mais il a démissionné de la présidence. Il a démissionné de son grade de général. Il a même déménagé de la présidence. Il vous a donné les 4 portefeuilles. Et il est allé voir moi j'étais du RFD, une ancienne du RFD, votre discours politique, il a pris la substance de votre discours politique. Vous n'en avez plus. Vous n'avez plus de discours politique. Il a tout usé. Il a usé de tout. C'est vrai. Il a... Comment? C'est vrai, il a usé de tout. Non, il a utilisé tout votre discours, tout votre programme. Il a tout fait. Parce qu'il a fait la Mauritanie actuellement est en chantier sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Dans tous les secteurs départementaux du ministère, il y a eu une amélioration qui n'est pas du tout négligeable, qu'il ne faut pas du tout nier, qu'il ne faut pas dire à vos militants quelque chose qui n'existe pas, qu'il ne faut pas leur rendre la vie noire alors qu'ils sont dans un progrès, dans un développement. L'autre point dont ils ont parlé, c'est l'état civil. Il n'y a jamais eu d'état civil plus fiable que celui-là. Et actuellement, l'enrôlement est à 2 600 000 actuellement, dont 1 600 000 ont l'âge du vote. Et dans toutes les démocraties, quand on atteint les 60 à 70% des voteurs, des gens qui peuvent voter, on va aux élections. Quel est ce champ miné? Il n'y a pas de champ miné. Il y a une démocratie, il y a un processus démocratique, il y a un état de droit, il y a un programme ambitieux à court et à moyen terme, il y a des bénéfices de la Banque centrale qui sont à 12 milliards et quelques, il y a un taux de croissance non négligeable, il y a eu un lotissement des Gazra. Qui pensait que quelqu'un pouvait toucher au Gazra? Mais c'est ce système qui a touché au Gazra. C'est ce système qui a fait le lotissement. Il n'y en a plus. Mais il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les hôpitaux. Dans tous les secteurs, il y a eu un changement radical en vue d'une amélioration et d'un développement. Et d'ailleurs, les institutions monétaires internationales le reconnaissent. Pas comme avant, mais c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Je suis d'accord avec vous qu'il doit y avoir quelque chose de plus. On doit faire plus, on doit demander. On doit faire dire qu'il manque quelque chose. C'est bien. C'est ça que vous devez dire. Et nous, on doit le dire. Tout n'a pas été fait, mais ça en voie. Et beaucoup de projets à court et moyen terme ont été réalisés parce que ça fait 3 ans ou 4 ans que le programme du président est en voie. Et il est en bonne voie. Il prend la bonne route. C'est un... Si je pourrais dire,
ce n'est pas un témoignage national, c'est devenu un témoignage international que la Mauritanie est un exemple dans la sous-région. Comment ça? Tout à fait. Dans le plan de développement économique, dans le plan de développement économique, dans le plan social, plus pauvre, on est allé à Borat. On est allé à Borat. Il y a l'eau à Borat. Oui, tout à fait. Il y a l'agriculture à Mbeket Lahouach. Tout à fait. L'eau potable, l'électricité, le programme EMER, les boutiques. Il y a tout. Pour les pauvres, tout a été, pas du tout. Elle est loin. Je pense qu'ils perdent. Je pense. Et c'est tout à fait normal qu'ils réagissent comme ça, parce qu'ils sont en train de perdre leurs militants. C'était leur programme. C'était leur programme. Mais leur programme d'opposition a été réalisé par le président de la République. Madame, tant mieux. Madame, il y a un problème quand même. Et en plus, attendez, j'ai pas fini. Moi, je ne vous interromps pas. C'est pas fini. En fait, le fait de parler de démocratie, ça m'étonne que le RFD et l'UFP parlent de démocratie. Quand même, ils n'ont qu'un seul président. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont qu'un seul président. Quelle est cette alternance? Vous demandez les alternances, la démocratie, alors que vous ne l'appliquez pas au sein de petites institutions, de petits partis politiques. Mais c'est contradictoire. C'est inacceptable. Il faut l'appliquer, la démocratie, chez vous, au sein de vos partis. Et après, demander, ou bien nier qu'il y a une démocratie. Madame, ce qui est sûr, c'est que votre pouvoir a échoué. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui, et nous continuons à le demander, le départ de votre pouvoir, parce que vous avez échoué. Et nous avons montré, et c'est crié que vous ne le voyez pas, que le pays est bloqué politiquement. Le pays, depuis qu'il est né, n'a jamais connu une situation aussi désastreuse. Donnez-moi un seul exemple dans l'histoire du pays où les institutions sont bloquées. On n'arrive pas à organiser des élections. Ça, on l'a montré. Pourquoi on ne les organise pas? Parce que vous avez demandé. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que vous êtes à votre demande. Pas du tout. Laisse-moi finir. On s'est présenté au sénatorial. Moi-même, je suis parti pour une candidature à Tijigja. Ça, c'est un mensonge, s'il te plaît. Mais c'est eux. C'est un mensonge. Il y a des correspondances à l'intérieur. C'est un mensonge. Vous pouvez vérifier, il y a des correspondances. C'est un mensonge. Ce qui est sûr, c'est que vous avez détruit le peu qui restait des acquis institutionnels dans ce pays-là. Aujourd'hui, la présidence, vous l'avez prise par la force. Et la présidence aujourd'hui, attendez, la présidence aujourd'hui, qui est la colonne vertébrale du système que nous avons plus ou moins copié sur le système français de la Ve République, la présidence aujourd'hui est décrédibilisée. Pourquoi vous ne parlez pas aujourd'hui? On parle si vous êtes démocrate. Écoutez l'opinion. On parle de pays qui est en train de devenir, la Mauritanie, pour la première fois, est en train d'être prise dans la nasse du narcotrafic, la drogue. Soit vous ne comprenez pas le danger de ce problème-là, qui menace aujourd'hui certains pays d'Amérique du Sud et certains pays de la côte ouest africaine, et dont on parle aujourd'hui, et votre président, on dit qu'il est impliqué. Non, soyez sérieux. Je suis très sérieux. Attendez. Attendez. Vous n'en parlez pas, vous ne voyez pas, soit vous ne voyez pas le danger de ce problème pour la sécurité du pays, le danger de ce pays pour sa stabilité, le danger de cette... Attendez. Vous ne voyez pas, ces problèmes qui se posent. Près de nous, vous avez dit non, attendez. Laissez-les s'exprimer. Vous ne vivez pas, vous êtes dans un tir d'ivoire. Visitez les quartiers populaires. Visitez les quartiers populaires pour voir l'insécurité. Les gens continuent. Mais bien sûr qu'il n'y a que des quartiers populaires. Il n'y a plus de quartiers populaires. Tout le temps, l'insécurité, les vols, les tueries, les assassinats des types mafieux n'ont jamais été aussi importants. Ça, c'est la conséquence de cette insécurité régnante. Et ce problème de drogue, vous n'en parlez pas. Mais c'est dangereux, c'est le cancer pour les nations. Si on n'en parle pas, notre pays perd ça. C'est un problème. Nous avons demandé... Attendez. Nous avons demandé des enquêtes sur ce problème-là. Vous ne réagissez pas. Réagissez. Nous sommes soucieux de l'intérêt de ce pays. Nous sommes des patriotes. Nous voulons que ce pays reste un pays
qui a une renommée, qui a un prestige. Attendez, mais aujourd'hui, ça a renommé. Aujourd'hui, bien sûr qu'on dit dégage. Dégage, c'est un slogan. Je viens, pas du tout. C'est par les urnes, c'est attendez, par la force. On dit dégage. La démocratie, c'est ce point. La démocratie, s'il vous plaît. La démocratie, le peuple peut demander à un gouvernement, à un président de dégager. C'est permis. Et on peut le faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à cause de votre échec, vous devriez vous-même démissionner. Vous avez échoué sur le plan institutionnel. Je l'ai montré. La présidence est décrédibilisée complètement. Le Parlement décrédibilisé. Les municipalités, les pouvoirs locaux n'existent plus. L'administration n'a plus de valeur, n'a plus de moyens, n'a plus aucun crédit. Elle est en train de tomber, elle est en déliquescence et tout le monde le reconnaît. Deuxièmement, sur le plan social, vous avez détruit, vous avez levé un slogan qui est démagogique. Aujourd'hui, les forces sociales qui sont misérables continuent à s'enfoncer dans la misère. Quelle est la situation des paysans? Les couches malheureuses aujourd'hui. L'agriculture, vous n'avez aucune vision pour ça. Vous l'avez abandonné complètement. Quelle est la situation du monde du travail? Les événements des Zouerat le prouvent. Les événements qui existent, les grèves le prouvent. Aujourd'hui, vous avez saboté la situation du monde ouvrier et du monde paysan. La jeunesse n'a plus d'avenir. Madame, attendez. Vous avez échoué sur l'enrôlement. C'est insuffisant. Les événements qui se passent en France le prouvent. Aujourd'hui, il y a une crise. La colonie mauritanienne en France a dit ce qu'elle a dit. L'enrôlement n'est pas terminé. Et il y a encore des mécontentements. Et donc, ça veut dire que c'est un problème réel. Et ça peut être un point qui est à ajouter sur la plateforme, à discuter pour un consensus national. Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est juste pour attirer votre attention sur un point. L'enrôlement, est-ce que vous le contestez? C'est sur la base de cet enrôlement qu'on va mettre en œuvre la liste électorale et que les gens iront au vote. Madame, s'il vous plaît. L'enrôlement, nous avons déjà dit ce que nous pensons. D'abord, jusqu'à présent, il se passe bien ici. Non, attendez, il y a eu des améliorations. Nous l'avons dit très clairement. Mais c'est le résultat de la lutte. N'oubliez pas qu'il y a eu mort d'homme. Il ne faut pas l'oublier. Des gens sont morts parce qu'on a constaté que l'enrôlement était mis en œuvre de façon discriminatoire. Et les luttes de l'opposition et des couches populaires ont fait qu'il y a eu des améliorations. Il y a eu des améliorations. Mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai donné la preuve de ce qui se passe au niveau de la colonie mauritanienne. D'accord, les améliorations, c'est le résultat de la lutte, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est secondaire, et je reviens sur ce que j'ai déjà dit, par rapport au consensus, tant qu'il n'y a pas eu entente. Et le consensus ne veut pas dire que nous abandonnons notre mot d'ordre. Nous pensons, nous demandons le départ de votre pouvoir parce qu'il a échoué. J'étais en train de démontrer qu'il a échoué, institutionnellement, économiquement, socialement. On ne sait plus où est-ce qu'on va. Et vous êtes aujourd'hui le principal blocage de l'entente des Mauritaniens pour une sortie de crise. Nous le disons. Donc, j'attendais qu'on revienne à la solution. Pour nous, il faut une transition nouvelle. Et cette transition nouvelle exclut votre pouvoir actuel parce qu'il a échoué. Et il faut un consensus entre toutes les partis politiques sur un programme de sortie de crise pour ce pays-là. Et quand vous parlez de réalisations, quelles sont ces réalisations? C'est des réalisations secondaires par rapport à la situation globale. Les pays aujourd'hui, son avenir, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Il est complètement menacé. Et donc, pour revenir à la CENI, je pense que, je l'ai dit, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que la CENI ne peut pas faire son travail tant qu'il n'y a pas eu les conditions requises pour cela. Et les conditions ne sont pas requises. Et c'est vous qui faites une politique de fuite en avant. C'est vous qui faites une politique de pilotage à vue. Parce que ce qui est en train de se faire ne débouche pas, ne vient pas, ne découle pas d'une entente nationale. Et donc vous continuez. Les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections sont un moyen. Attendez-moi. Les élections sont un moyen. Si les conditions ne sont pas réunies, les élections ne règlent rien du tout. On cherche des élections qui règlent un problème. Mohamed, la gazara de mon ami Khalidou. Il y a eu sa gazara, la parole me revenait, il a pris la parole. Vous avez la parole. Beaucoup fait. Donc je veux dire que la sœur qui parle qu'elle était une militante du RFD dans le temps et que, bon, je ne sais pas ce qu'elle a dit, est-ce qu'Aziz
nous a volé notre programme. Est-ce qu'il a triché? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Bon, je ne sais pas le terme que vous avez utilisé. Mohamed Anou, il a pris notre programme, le programme du RFD. Vous n'avez plus rien à dire. Hein? Le programme que vous disiez, il en a ajouté plus. Vous n'avez plus rien à dire. Tout a été fait. C'est bien, c'est bien. Tout a été fait. Alhamdoulilah. Si le programme du RFD a été réalisé, ça c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que tous les militants du RFD adhéreront. Le programme de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre la gabegie, de la corruption. C'est ça le programme. Vous avez dit, madame. C'est ça le programme, le vrai programme bon pour la Mauritanie. S'il vous plaît, madame. Vous avez dit, madame. C'est ce qui a été fait par le président. Vous avez dit que vous n'interrompez personne. N'essayez pas de oui, vous m'avez interrompu tous les deux. D'accord. Quand j'ai parlé, vous m'avez interrompu tout à fait. Vous m'avez interrompu tous les deux. Et vous m'avez dit de ne pas vous interrompre, je n'ai pas branché. D'accord. Maintenant, moi, on va remettre un peu de l'ordre dans je n'ai pas branché. Depuis que vous m'avez dit de ne pas tous les deux, vous m'avez interrompu. D'accord. Je reconnais, mais lorsque vous avez attiré mon attention sur ça, je n'ai pas branché depuis. Nous sommes qui? On reprend. Donc c'est ça. Revenons aux élections. Je vais revenir à la CENI tout de suite, mais je vais répondre un peu. Parce qu'il y a une idée qui a été soulevée par Khalou qui parle de l'entente des créations d'un environnement favorable pour les élections. J'y reviens. J'ai beaucoup à dire sur la CENI et d'ailleurs ce qu'elle a dit a un rapport avec ça. Je veux dire que le RFD, si vous me dites que le programme du RFD a été réalisé par Aziz, ça veut dire quand même que le RFD avait un programme. Et que si Aziz a pris quelque chose, il a pris la copie et non pas l'original. Non, il a ajouté au programme. Et donc, s'il y a quelque chose, à réaliser, il ne réalisera pas tel que les concepteurs de ce programme voudrions bien le réaliser. Les concepteurs ne peuvent plus. Les concepteurs ne peuvent plus réaliser. Ils n'ont plus l'âge. Madame. Ils n'ont plus l'âge. Vous m'avez promis de ne plus m'interrompre. Mais je ne peux que le faire parce que ce que vous dites ne me convient pas. D'accord, mais vous aurez... Madame. Ce ne sera pas un débat, ce sera de la pagaille. S'il vous plaît, madame. C'est ce que vous avez voulu. Vous avez commencé par m'interrompre. Madame. C'est ce que vous avez voulu. Madame, s'il vous plaît, madame. Pas du tout. Il faut pas... Mohamed Val, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on continue notre débat de manière sereine, s'il vous plaît, c'est à tour de rôle. Vous les avez interrompus, vous ont interrompu, vous êtes quitte maintenant. Laissez-lui la parole. OK? Vous aurez l'occasion de répondre. On a encore le temps. Et donc, je veux dire que s'il y a un programme là-bas, c'est une copie et non pas l'original. D'accord, passons. Donc, il ne pourra pas être. Ensuite, elle a dit pour ce qui est de recensement. Elle a parlé d'1,6 million, de 2,6 millions déjà recensés. Tout à fait. Et que parmi ces 2,6 millions, il y a 1,6 million qui sont en âge de voter. Tout à fait. Mais c'est quoi? On est en France ou en Angleterre, ou bien dans un vieux pays d'Europe où la pyramide d'âge est renversée. En Mauritanie, il n'y a jamais eu, dans une liste électorale, le recensement c'est toujours aux environs de 40%, un peu moins ou un peu plus. Parce que la pyramide d'âge, chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas en mesure de voter. Et on n'est jamais parti jusqu'à cette proportion. C'est pourquoi je demande, maintenant, qu'il y ait un audit de ce recensement. Ce recensement qui nous donne que plus de 60% de notre population est en âge de voter, dans un pays sous-développé comme la Mauritanie, dans un pays dont l'espérance de vie ne dépasse pas 54%, je demande vraiment qu'il soit audité, parce qu'on a vraiment des doutes. Ensuite, ce même recensement, on parle de quoi maintenant? On parle d'un enrondement au niveau de toutes les régions frontalières. Pour certaines, leurs populations ont déjà doublé. Pourquoi? Pourquoi on enrôle des étrangers alors que chez nous, il y a des Mauritaniens qui ne sont pas enrôlés et qu'on essaie de priver d'un enrôlement, qu'on essaie de priver de leur nationalité? Ça, c'est le fait du pouvoir. Ce n'est pas le fait de quelqu'un d'autre. J'ai dit que dans le temps, il y avait bien sûr un certain pouvoir qui encourageait la division interne entre les Mauritaniens et qui s'aimait la zizanie, qui s'aimait la division par tous les moyens entre les différentes composantes du peuple mauritanien. Mais maintenant, par ce recensement d'étrangers en Mauritanie, on est en train de miner la Mauritanie, de la faire exploser de l'intérieur. Parce que rien n'est plus insupportable que l'injustice. Et tout un Mauritanien honnête n'acceptera pas l'injustice. Qu'on prive les Mauritaniens d'être recensés et qu'on recense des étrangers pour avoir une certaine supériorité démographique contre je ne sais quoi, ça c'est l'effet du pouvoir actuel et non pas l'effet de quelqu'un d'autre. Et ça ne peut être fait. Et d'ailleurs, pourquoi celui qui a l'institution, le recensement, pourquoi le responsable du recensement n'est pas un fonctionnaire de l'État?
ou pourquoi il n'a pas une expérience dans l'administration, ou pourquoi il n'a pas une expérience dans le recensement, pourquoi ce n'est pas un cadre de l'Office national des statistiques, par exemple, qui a de l'expérience et qui puisse faire quelque chose. Ou pourquoi on le prend de la rue, ce n'est même pas quelqu'un qui a une fiche budgétaire. C'est parce que aujourd'hui, on n'a plus d'État. Il y a les pouvoirs politiques anciens faisaient beaucoup de choses qui étaient très mauvaises, mais en tout cas respectaient certaines formes. Pour les institutions publiques, ils prennent toujours un cadre de la fonction publique ou quelqu'un qui a déjà touché à quelque chose. Pas quelqu'un qui était dans le privé et à qui on confie une mission régalienne de l'État très importante et très confidentielle et surtout qui demande énormément de compétences et de possibilités. C'est pourquoi je demande à ce que ce soit audité parce que les résultats qu'ils nous donnent sont contre nature. On ne peut pas avoir en Mauritanie une pyramide d'âge où les jeunes font moins de 40%. Ça, c'est impossible. Ensuite, vous avez parlé de Rahil, que nous avons demandé à Rahil et que vous avez demandé le dialogue. Je dis que Rahil n'a pas été demandé comme ça au hasard. Mon parti, par exemple, le RFD... demandé lorsqu'il y a eu le printemps arabe. Mon parti, vous avez promis de ne plus m'interrompre. Mon parti, le RFD, a été parmi les derniers partis, comme vous le savez, lorsque on était tous ensemble à la côte. Il était parmi les derniers partis à reconnaître le pouvoir actuel. Et il l'a reconnu sous la pression de ses partenaires de l'opposition. Et il l'a fait sous la pression d'autres éléments qui veulent qu'il y ait un climat apaisé et qu'on aille au dialogue. Et on est passé pour cela. Non pas que nous voulons... que nous voulons dire que ce que nous avions avancé dans le temps était faux. Non. Nous tenons à ce que nous avons dit à l'époque était bien vrai. Et nous le maintenons jusqu'à présent. Mais nous faisons cette concession pour l'intérêt général de la Mauritanie et pour le devenir de la Mauritanie. Nous dépassons cela. Nous allons reconnaître ce programme pourvu qu'il y ait dialogue. Nos partenaires de l'opposition se sont rassemblés. Ils ont dit voilà, nous allons poser certaines petites... les conditions dont j'ai parlé tantôt, je n'y reviens pas. Le pouvoir a dit niet, il ne faut pas dialoguer. Que peut-on faire dans ces conditions? Un pouvoir qui ne respecte aucune loi, qui ne veut pas dialoguer, qui, dès qu'il se met d'accord avec vous, il torpille à la minute, le document avec lequel que vous avez signé avec lui. D'ailleurs, pourquoi, comme vous avez dit, l'accord de Dakar, on est bien d'accord pour ça. Pourquoi le pouvoir n'accepte pas que l'accord de Dakar soit la référence pour tout dialogue antérieur, puisque nous l'avons signé, tous ensemble. Pourquoi, lui, il refuse que ce document soit une référence? Pourquoi il veut se renier? Pourquoi ils disent que l'accord de Dakar, c'est lui qui fait l'accord de Dakar, Dakar, il est à Dakar? Donc, quand on signe aujourd'hui avec lui un accord, il va dire, c'est lui qui veut cet accord, Dakar, il est peut-être vers Tefragzaina ou 5e, là où il a été signé. Et c'est tout. Donc, on a ce problème avec un pouvoir qui ne respecte ni ses engagements, qui ne respecte pas la loi, qui est sans foi ni loi. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire dans ces conditions? Dégage. Dégage. On ne peut pas dire autre chose. Parce que tous les outils qu'on a utilisés autres sont faux. Deuxièmement. Mohamed Fad, s'il vous plaît, vous aurez le temps de parole. Justement, on va essayer de recentrer le débat autour de l'idée que Khalilou a avancée, qui est celle de la création d'une entente, c'est-à-dire la création d'un environnement propice pour qu'il y ait des élections. La création d'un environnement propice, même si certains pensent que l'environnement est propice, mais qu'est-ce que vous attendez pourquoi vous n'invitez pas vos amis de l'opposition et vous, pourquoi vous ne les invitez pas autour d'un dialogue pour certaines questions sur lesquelles vous ne vous entendez pas? Où se situent les problèmes? Où est le blocage? Monsieur Gaye. Pour nous, c'est une question il va de soi que pour nous, effectivement, les résultats de notre dialogue, l'un des aspects quand même les plus importants, c'est que notre ambition était de pouvoir entraîner l'ensemble de la classe politique autour de ces résultats et même autour des améliorations de ces résultats. Parce que nous considérons que c'est quelque part un échec, malheureusement, si nous n'arrivons pas à réaliser ce consensus. Mais avouez qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Nous, en tout cas, qui avons participé au dialogue, nous pensons avoir obtenu des résultats qui auraient pu ou qui pourraient
fédérer l'ensemble des forces politiques de ce pays autour de ce projet. Et éventuellement, nous sommes accessibles, nous sommes réceptifs à tout ce qui peut l'améliorer. Mais il faut quand même bien le dire que notre président s'est exprimé plusieurs fois sur la question. Nous ne sommes pas pour un deuxième dialogue. Nous ne sommes pas pour un deuxième dialogue. Nous considérons que le dialogue politique dans une démocratie, c'est une activité normale, permanente, c'est une culture qu'il faut avoir, qu'il faut encourager. Mais ce dialogue, compte tenu de son importance, de la durée qu'il a pris, et surtout compte tenu des résultats auxquels il est parvenu, et des mécanismes que ça a nécessité pour mettre en œuvre ces résultats, parce que ça s'est étalé, comme vous le savez, sur plusieurs mois, sur une année. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, le processus n'est pas arrivé à son terme. Il y a encore des lois qui ne sont pas encore passées. Et ça met en branle une mécanique extrêmement lourde. Ça mobilise énormément de moyens humains, etc., matériels et tout ça. Nous pensons qu'il n'est pas... nous ne sommes pas d'accord pour un deuxième dialogue. Par contre, nous sommes ouverts. Je peux poser une question, juste. Est-ce que c'est possible? La question que je pose, parce qu'il y a une évolution, je vous suis dans votre raisonnement. Il y a quand même une initiative prise par Messoud, à laquelle la CODE a répondu. Vous connaissez sa réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce n'est pas, cette initiative ne peut pas être un dénominateur commun ou aller dans le sens d'une nouvelle dynamique pour créer une entente? Vous savez que Messoud, c'est un partenaire, c'est notre partenaire à ce dialogue. C'est quelqu'un qui a pris part au dialogue et qui, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, considère que les résultats de ce dialogue sont des résultats qui sont extrêmement importants pour le peuple mauritanien. Et justement, son initiative s'inscrit dans une démarche, dans un souci qui est aussi le souci de tous les partis qui ont participé au dialogue, d'entraîner, vraiment d'emporter l'adhésion de l'ensemble de la classe politique dans la recherche du consensus. Ce projet de Messoud, nous le soutenons, nous l'avons soutenu au niveau de la CAP, nous l'avons soutenu et nous continuons à le soutenir. Maintenant, il revient au président Messoud, parce que c'est lui quand même qui a reçu, c'est lui, c'est d'abord son initiative, et ensuite c'est lui qui a reçu, qui a pris contact avec l'ensemble des acteurs concernés, c'est lui qui a reçu les réponses des différentes parties, aussi bien des partis de l'opposition que des partis au pouvoir, et c'est à lui, à un moment donné, de dire aujourd'hui ce qu'il pense de cette initiative. Est-ce qu'elle est encore pertinente? Est-ce qu'il faut la continuer ou bien est-ce qu'il faut envisager d'autres perspectives? En tout cas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, nous, jusqu'à notre position, c'est que il n'est pas pertinent pour nous de retourner à un deuxième dialogue. Mais, comme je l'ai dit, dans une démocratie, le dialogue entre les différents acteurs, les passerelles, je crois que ça doit être quelque chose d'aussi naturel que le fait de boire un verre d'eau. C'est ça d'ailleurs qui doit alimenter la démocratie. Cela dit, je pense quand même que je voudrais rebondir sur une question qui a été évoquée par mon ami Khalidou. C'est un peu concernant ces affaires et je voudrais donner un peu un conseil. Parce que vous savez que quand il y a eu l'accident du président, quand il est parti en France, la rumeur avait enflé à un point qu'il y a eu certains acteurs politiques qui ont commencé à spéculer sur son incapacité et même à entreprendre des actions concrètes dans ce sens. Nous, au niveau de Wiam, on a gardé une attitude très réservée et je crois que quelques temps plus tard, quand le président est revenu sur ses deux pieds, il faut avouer quand même que notre président, quand il rencontre le président de la République, il doit être dans une posture plus favorable que les autres qui avaient quand même spéculé sur son incapacité et qui avaient commencé à travailler dans ce sens. C'est dire que par rapport aux affaires, notre position, c'est celle qui a été réaffirmée par notre président Anema. Il faut quand même, c'est une position faite de circonspection. Il faut avoir des faits concrets. Il faut avoir des choses très concrètes. Il ne faut pas spéculer, il faut quand même avoir des preuves tangibles
Et je pense que pour des partis politiques, ça doit être une attitude quand même qui doit être une attitude privilégiée. C'est qu'il faut vraiment se fonder, parce que c'est quand même, quelque peu quand même, ça pose problème de vouloir. Bon, il est vrai qu'en politique, on est dans le domaine politique, on ne se fait pas de cadeaux, mais je crois qu'il faut quand même être souvent assez réservé par rapport à certaines questions. D'accord, c'est entendu ça. Merci, je crois que vous avez beaucoup de choses à dire. Tout à fait, tout à fait. Je reviens sur le contexte, c'est-à-dire que Khalilou avait soulevé la question de l'entente, la création d'un climat favorable pour qu'on aille vers des élections. D'abord, je dois répondre à quelques suggestions, à quelques remarques qui ont été faites par mes amis. Concernant, vous avez parlé de l'agriculture, il n'y a pas d'agriculture, vous avez dit, en Mauritanie. Et cette révolution de l'agriculture, on tend vers une autosuffisance alimentaire à 50%. L'Impourier, Silibabi, Gorgola, Beket Lahouaj, tout ça, vous n'avez... C'est vous qui avez créé? Non, pas du tout, pas du tout. C'est le programme du président et c'est l'exécution du gouvernement. Mais ça a été fait. Il ne faut pas le nier. Depuis 1960. Comment? Depuis 1960, depuis les années 60. Depuis quelle année 60? Vous ne voulez pas être interrompu, n'interrompez pas. Je m'excuse. L'Impourier, oui, mais ça a été aménagé plus. Il y a plus maintenant d'hectares qui ont été aménagés. Il y a plus de choses qui ont été faites. Il y a l'agriculture, elle a été diversifiée. Il y a eu la CNAM. Vous savez que la notion de l'État a existé avec Mohamed Abdelaziz. Quand vous partez à l'extérieur pour se soigner, avant vous payez. Maintenant vous avez la CNAM. C'est elle qui paye. Ça c'est une réalisation. C'est un côté social qui est important. C'est Mouawiya ça. Mais elle a été en fait réalisée par Mohamed Abdelaziz ou continuée. Au moins il faut reconnaître que ça a continué et que ça existe. Au niveau des hôpitaux, il y a eu des hôpitaux. Il y a eu l'hôpital de la mère et de l'enfant. C'était une grande maison faite pour la résidence du Premier ministre. Mais elle a été utilisée dans le cadre social, pour le bien social. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu la zone franche. Il y a eu la commission, la dernière commission qui a été faite. Mais quand même, il faut reconnaître les choses. D'accord, tout cela doit créer un environnement favorable. L'esclavage et la pauvreté. Mohamed Val, s'il vous plaît. Il faut reconnaître. Il y a eu la notion d'État. Il y a eu un développement de relations internationales, la rupture avec l'État d'Israël. Ça a été fait par Aziz ou non? Vous allez dire, Mouawiya, vous êtes amis maintenant. Revenons à l'environnement social. Amis. Hein? Amis avec qui? Tu as dit que ça a été fait, la CNAM, qu'elle a été faite par Mouawiya. C'est ce que tu as dit. Bien sûr. D'accord, passons. C'est lui qui l'a amélioré. C'est lui qui l'a concrétisé. Mais il ne faut pas le nier. On commence à compter les minutes. D'accord, vous commencez à compter les minutes. Bon. Il y a eu les infrastructures, il y a eu les routes, il y a eu les ports, il y a eu les aéroports, il y a eu l'eau et l'électricité. En 2009, ici, avant Aziz, en 2008, vous savez qu'à Ramadan, il n'y avait pas d'électricité. Maintenant, quand il y a une coupure d'électricité, on dit « Ah, pourquoi cette coupure ?» Mais c'est Aziz qui a amélioré ça. Il ne faut pas le nier. Il y a eu une promotion de la femme. La femme, maintenant, il y a une liste nationale. Elle est à 33 représentée dans les 2 chambres, dans les municipales. Il y a eu la pension de la retraite qui a été demandée depuis les années 70 et qui a été réalisée par Aziz. Tout ça, je sais que peut-être vous ne le connaissez pas, mais quand même, je suis sûre que vous ne le reconnaissez pas. Ça, Madame, revenons à la création d'un environnement favorable pour que tous les partenaires politiques puissent se mettre la main dans la main et aller vers des élections. Lorsqu'il n'y a pas eu, vous avez dit dégage. Quand est-ce que vous avez dit dégage? Vous avez dit dégage quand il n'y a pas Bouazizi. Vous n'avez pas trouvé Bouazizi en Mauritanie. Vous avez dit dégage. Et quand la population mauritanienne vous a entendu, mais quand même, elle a vu les réalisations concrètes sur le territoire national. Elle n'est pas partie avec vous avec ce mot dégage.
Mais lorsque vous n'avez pas réussi à ce mot dégage, maintenant, vous allez aux diffamations, les plus grandes diffamations. Qu'est-ce que ça vous résout comme problème? Il faut aller voir les militants. Vous devez aller voir les militants. Vous devez convaincre les militants par vos idées, par les remarques faites sur la majorité. Mais malheureusement, vous vous servez de la télévision, de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour passer votre message, car vous n'avez plus des militants pour faire des meetings. Parce que le dernier meeting que vous avez fait, alors que vous êtes 10 partis d'opposition, ce n'était même pas à 1000 personnes. Donc 100 personnes comme parti. D'accord, madame, revenons à... D'accord, ce ne sont que des remarques comme des remarques. D'accord, très bien. Ce ne sont que des Maintenant, nous sommes dans les dernières minutes de l'émission. C'est que, je vous rappelle, c'est l'essentiel pour nous. Apparemment, vous ne militez pas là. Si, nous sommes dans les... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous militez. Ce que je demande, il y aura un tour de table. ce que je demande et ce que je souhaite des hommes politiques, des femmes politiques de la Côte, de faire un peu de sérieux, d'être sincère, d'être honnête avec la population mauritanienne, de dire qu'Aziz a fait quelque chose, mais il manque quelque chose. Mais de ne pas faire de toute la situation du noir. Et pour les élections? Et pour les élections, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous proposez aux partis d'opposition? On propose aux partis d'opposition que le terrain est fertile pour aller aux élections et laisser la fuite au devant des élections. D'accord. C'est entendu. Moi, je veux dire premièrement que l'ajournement des élections, j'ai ici devant moi une correspondance émanant du ministère de l'Intérieur, en date du 28 mars 2011, signée par Feu Sidi Slimoulla Amarchen, Yarhamou El-Deno Yarhamou. Et qu'est-ce qu'elle dit? L'opposition avait à l'époque demandé qu'il y ait un ajournement de l'élection du renouvellement des tiers du Sénat. Et le ministère de l'Intérieur a répondu non. Et voici sa correspondance. Je vous la donne si vous la voulez bien. D'accord, on se focalise sur les prochaines élections. Vous pouvez vérifier. Ce n'est pas signé ni du ministère de l'Intérieur ni l'entête. Ça, c'est une copie. Ça, c'est une copie. C'est une copie, c'est Sidi Slimoulla Amarchen qui a répondu feu. يا رحمة راه هو في دار الحق وحنا في دار الكل واللي قاع موجوده في كل بلد وانتشرت في المواقع وانتشرت في الانترنت. هذه واحده. اذا هم المسؤولين عن تاجيل الانتخابات. خارج لوبيتال ماري انفا. انا بعد الله لو كنت je voulais répondre à certains points. On revient. Je veux qu'on aille de politique vers les élections. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous allez participer? Quelles sont les conditions que vous posez? Je crois que c'est ça le plus important pour les téléspectateurs. Dans les conditions actuelles. Les RFD ne veulent pas participer à ces élections. La Mauritanie est dans ces conditions où elle est devenue les creuset et la caricature des grands maux dont souffre la sous-région sahélo-sahélienne. Il y a la guerre à nos frontières, il y a la misère, il y a des injustices criantes et qui se développe de jour en jour. Il y a un recul remarquable dans le degré de cohésion entre les différentes composantes nationales. Et il y a une différenciation entre l'ensemble qui était l'ensemble dominant, l'ensemble mort, qui se scinde en deux parties. Et il y a une certaine injustice qui devient de plus en plus insupportable pour beaucoup de Mauritaniens. Et dans ce contexte-là, qui est le contexte global, on veut organiser des élections où le pouvoir ne veut pas qu'on discute des règles du jeu. Les élections, c'est une compétition. Il faut que les deux parties soient d'accord sur les règles du jeu qu'ils vont organiser, le match qu'ils vont organiser ou la compétition. Si le pouvoir veut dire non, moi je vais jouer avec 1000 joueurs, vous allez jouer avec un. J'ai dit je ne joue pas avec vous. Et donc j'ai dit que la Mauritanie, si elle va à des élections comme ça, premièrement, je crois que c'est irresponsable que dans notre environnement, partout, on organise des élections consensuelles, des élections issues de dialogue inclusif et issues d'une entente nationale, qu'ici en Mauritanie, on nous dise non, nous, on ne veut pas, on ne discute pas avec vous parce qu'on ne veut pas ouvrir les médias. On ne discute pas avec vous parce qu'on ne veut pas appliquer les lois. Ça, c'est ce qu'ils ont dit.
Il y a eu une chose, je termine. On est là, mais c'est assez récent. Il y a quelques temps, on n'était pas là. S'il vous plaît. Je veux dire, si c'est récent. S'il vous plaît. Il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Je veux dire, il est obligé. Et s'il y avait un autre, il serait... Mais c'est sa conviction personnelle, c'est son programme. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis 2009? Donc, je veux dire que l'élection actuellement, si on organise l'élection dans ces conditions, la Mauritanie ira tout droit à la catastrophe. Et que, ce dont je suis sûr, cette élection, si elle est organisée, elle sera le plus grand danger et la plus grande menace contre la pérennité du pouvoir actuel. Très bien. Bien, monsieur, je pense que je ne reviens pas. Non, vous aurez chacun une minute pour conclure. Je ne reviens pas sur le bilan du pouvoir sur le plan social et économique parce qu'on aura le temps de montrer que son bilan, c'est son boulet. Son vrai boulet, c'est son bilan. Très bien garni. Attendez, Madame, nous sommes dans les dernières minutes. Vous aurez l'occasion. Tous les deux. Pardon, vous aurez mais là, je ne t'ai pas coupé. On y va. Et je crois qu'au-delà des discours, les faits sont têtus. Et les faits concrets de la situation des populations, surtout des populations déshéritées, prouvent que le pays régresse sur le plan social, sur le plan économique, et son avenir sous ce pouvoir est incertain. Bon, mais je reviens surtout sur la question politique parce que je pense que c'est elle qui est essentielle. Si nous voulons vraiment contribuer à faire évoluer la situation dans le pays. C'est ça l'objectif. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est la sortie de crise politique. Parce qu'il y a une crise politique réelle qu'il faut reconnaître. Et tant qu'il n'y a pas une formule, une entente entre les acteurs du jeu, ben, je ne vois pas comment on peut sortir de cette crise. C'est impossible. Nous avons montré notre très bonne volonté en acceptant l'initiative de Messoud, en particulier sur l'aspect qui concerne l'organisation de nouvelles élections consensuelles dirigées par un gouvernement consensuel où il y a un Premier ministre qui a des pouvoirs forts. Moi, je crois qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par mettre en place des structures acceptées par tous. Et après, la CENI viendra. Et je pense que c'est ça l'angle de tir. Si ce problème-là n'est pas réglé, je crois que la crise va perdurer, elle va s'approfondir, et je tiens votre pouvoir responsable de ce qui adviendra pour le pays, parce que vous êtes le principal blocage de cette situation. D'accord. En conclusion. Moi, je crois que pour des hommes qui font de la politique, c'est extrêmement important d'avoir ce qu'on appelle d'être cohérent et d'être crédible. Nous sommes les partis qui avons fait ce dialogue. Depuis maintenant quelques mois, depuis une année, sinon plus, nous travaillons avec nos partenaires donc de la majorité sur les résultats de ce dialogue, surtout par rapport à la matérialisation des réformes qui doivent se traduire sous forme de loi ou bien les réformes qu'il faut entreprendre. Et le processus, comme je l'ai dit au début, n'est pas encore arrivé à son terme. En tout cas, pour la vérité, nous reconnaissons que nous ne voyons pas objectivement, par rapport en tout cas à l'accord que nous avons signé avec la majorité, nous n'avons pas senti une mauvaise volonté de la part de notre partenaire. Au contraire, pratiquement, on est à 95% de réalisation du contenu de cet accord. C'est pour cette raison que, donc, pour être cohérent et pour être avec nous-mêmes, nous envisageons notre participation aux prochaines élections. On n'envisage pas autre chose. Mais, il faut le dire, nous allons rester extrêmement vigilants. Même si la CAP ne participe pas. Non, la CAP... il parle au nom de lui. Je sais, mais il est allié avec la CAP, non? Il parle au nom de lui. Pourquoi la CAP non, je pose la question tout simplement. Mais en tout cas, nous, au niveau de l'IAM, c'est ça notre position. Oui, non, je veux simplement c'est ça notre comprendre. Position. Voilà. Et je disais que, donc, que par rapport à cette question, nous pensons que jusqu'à présent, mais nous allons rester extrêmement vigilants parce que nous savons qu'il y a des pratiques qui sont là
Et ces pratiques-là ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il faut beaucoup lutter, il faut être extrêmement vigilant par rapport à la neutralité de l'administration dont vous avez parlé, par rapport à toutes les formes que nous connaissons, qui sont en tout cas dans le sens d'influencer le vote des citoyens. Sur ces questions, nous allons être extrêmement vigilants. Et si à un moment nous sentons que nos partenaires ne jouent pas franc jeu, nous pouvons nous retirer à tout moment. C'est ça notre position. Et pour terminer, il y aura un deuxième... Il n'y aura pas, non, c'est la fin. Pour terminer, je voudrais quand même... Allez-y, rapidement. Pour terminer, je voudrais tout simplement lancer un appel aux acteurs politiques de ce pays pour leur dire que, effectivement, et ça je partage l'analyse de mon ami Khalilou, le pays est dans une situation très difficile. Ça impose vraiment de prendre en tout cas tout cela en considération, et qu'il me semble qu'il y a des occasions historiques qui ont été ratées, que la classe politique a raté par le passé, et je ne souhaite pas que ça se renouvelle. D'accord, très bien. Madame Nessiba, votre dernier mot? Mon dernier mot, et je lance moi aussi un appel. Au-delà des clivages politiques, des convictions, des partis politiques, des divergences, je demande aux partenaires politiques, aux partis politiques, aux hommes, aux femmes politiques, à mes collègues, d'être au-dessus, d'être d'un niveau pour préserver l'état de droit, pour préserver la nation, pour préserver la Mauritanie. L'intérêt général doit être au-dessus de l'intérêt privé, personnel, de l'intérêt particulier. J'ajoute à cela que, selon ma conviction personnelle et mon parti, le champ n'est pas du tout miné. Elle est loin de l'être. Il y a les deux conditions sine qua non, les deux conditions de l'opposition, de l'ancienne opposition avant le débat, avant le dialogue national, c'est que l'enrôlement est en bonne voie et que la CENI est une CENI indépendante issue d'un résultat, d'un consensus, d'un dialogue consensuel entre plusieurs partis à 85% des partis politiques. Ce que j'ajoute à ça, j'appelle mes collègues de repenser à leur statut d'homme politique et de parti politique. Car pour ceux qui représentent comme légalement formels et pour ceux qui ne peuvent pas représenter comme légitimité populaire. Vous devez voir votre légitimité populaire. Vous devez voir vos militants. Il ne faut pas perdre de temps avec ce que vous pensez, vos diffamations que vous faites, vos rumeurs que vous faites, et vous pensez que c'est des réalités. Non, ce n'est pas des réalités. Et la population mauritanienne est très éveillée et elle est très informée. Il ne faut pas compter sur ces rumeurs et ces diffamations continues du fait que vous n'avez pas pu avoir Bouazizi en Mauritanie. Vous les invitez à des élections ou pas? Bien. Tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, premièrement, dernier mot, que celui qui a dit dégage. Il n'y a pas de premièrement. Il n'y a pas de premièrement. C'est le dernier. Moi, j'essaierai l'intermédiaire en moyen. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Je veux dire que, premièrement, celui qui a dit dégage pour la première fois, pour Aziz, ce n'est pas la CODE actuellement, c'est le président Bessoud Belkhair. C'était en juin 2010, au cours d'un meeting à la place Ibn Abbas. Il était en ce temps-là le président de la CODE, bien sûr en accord avec les autres présidents de la CODE. Mais il a dit ça en ces termes. نحن لا نقولوا له لعبد العزيز لا نقولوا له عنه ينقز عنا يمشي عنا به اللي الحاذق بغمزه والفاسد بودبزه. قال il a dit ça en ces termes en 2010. Ça c'est un. Le dégage, il a été repris après, mais le premier à le dire, c'était le président Bessoud, à l'époque président de la Côte, au cours d'un meeting là-bas. Ça, c'est un. De deux. Ça, c'est pour ce qui est là. D'accord. Le deuxième problème, c'est que la CENI, pour nous, pour revenir à nos moutons, n'est pas de problème. La CENI peut bien faire son travail, mais pas sous ce pouvoir, actuellement.
sous ce pouvoir, aucune CENI ne peut faire son travail. Ce ne sera que de la représentation, de la figuration, comme ce qui se faisait dans les années 90. On fait des élections partout, mais ces élections, à quoi elles servent? Il y a une évolution. Avant la chute du mur de Berlin, il n'y avait pas d'élection, on n'avait pas d'obligation de faire des élections. Après la chute du mur de Berlin, on était obligé de faire des élections formelles. Mais maintenant, sachez qu'on est passé à une autre étape. On ne fait plus d'élections formelles. Il n'est plus possible de faire des élections formelles. Il faut que les gens s'assoient, qu'ils discutent, qu'ils se mettent d'accord. Et tout ce que nous demandons au pouvoir, c'est qu'on discute avec lui sur comment mener ces jeux. C'est les règles du jeu. C'est tout ce qu'on demande. Deuxièmement, je pense. Je vais dire autre chose. J'ai un dernier mot à dire. Je dis que je ne suis pas le porte-parole du RFI, ou je ne le représente pas, mais je dis que, selon moi, selon ma connaissance du parti, dans lequel je suis. D'accord. Je ne suis pas son porte-parole. Maintenant, je le représente bien sûr dans ces débats. Mais selon ma connaissance du parti, je peux vous assurer que le RFD ne participera pas à des élections tant que les choses demeurent en l'état. S'il n'y a pas un changement, je suis sûr, et ça c'est ma responsabilité personnelle, que le RFD ne participera pas, même s'il reste le seul parti de la côte. D'accord, très bien, Monsieur le Président. Un dernier mot, c'est tout simplement pour dire que nous avons constaté, c'est notre conviction réelle, que la Mauritanie, en 2005, était dans une situation où elle était sur les rails pour fonder des institutions réelles. Elle était dans une situation où il y avait une évolution positive pratiquement dans tous les domaines. Et c'est à cause de la prise du pouvoir que vous avez faite, vous, en 2007, que cette situation-là s'est dégradée complètement. Vous avez des portefeuilles, vous avez deux portefeuilles. C'est mon dernier mot. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que le pays s'enfonce dans la crise à cause de vous. Et pour sortir de la crise, nous proposons un forum, une rencontre de tous les acteurs, y compris vous, sur la base de l'initiative de Messoud, où il y a la proposition de nouvelles élections dirigées par un gouvernement consensuel. Et bien sûr, nous continuons à revendiquer les départs de votre président pour permettre des élections réelles dans cette situation-là. Donc la CENI, de notre point de vue, est secondaire par rapport à l'entente et au consensus. Voilà un peu. Merci mes chers invités. Pour ce débat, j'avais comme invité M. Gaï El Haj du parti l'UAM. J'avais également à côté de lui Mme Nessiba Dahman, c'est ça, de secrétaire exécutif à l'Union pour la République. J'avais également comme invité M. Mohamed Val Ould Hendaya du Rassemblement des forces démocratiques RFD. Et à ma gauche, M. Khalilou Ould Dede, l'un des vice-présidents de l'Union des forces du progrès. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Merci beaucoup.